des vidéos de sévices sur de très jeunes enfants, voire des nourrissons. Toute l'Europe s'y met, tous les services enquêteurs de l'Europe s'y mettent. Ils établissent assez rapidement que les images sont authentiques et récentes. L'analyse d'images, donc poussée vraiment assez loin, oriente les enquêteurs vers la France et en particulier vers un petit coin de Bretagne et vers un homme qui s'appelle Pierre-Alain Cotineau. Il a 32 ans, cet homme, et il est repéré parce que l'une des victimes sur les vidéos qui subit des sévices décrits par les enquêteurs comme d'une violence exceptionnelle, est atteinte d'un handicap lourd. Or, il se trouve que cet homme, qui est père séparé d'un enfant de 4 ans, ancien bénévole de la Croix-Rouge, militant LGBT, engagé contre les violences familiales, candidat LFI au départemental à l'époque, a obtenu un agrément de l'aide sociale à l'enfance via le département et qu'il a justement depuis quelque temps, une toute petite fille de 4 ans qui est lourdement handicapée et qu'il accueille chez lui. C'est comme ça que les enquêteurs remontent jusqu'à lui. Il est interpellé en septembre dernier alors qu'il s'apprête à fuir vers la Tunisie et c'est la sidération absolue. Les enquêteurs parlent même d'un degré de dissimulation hallucinant qui a sidéré absolument tout le monde chez cet homme. Ils font des perquisitions chez lui et l'histoire est pire encore. Non seulement cette petite n'est pas la seule victime, mais il n'est pas le seul bourreau. Il viole, torture, filme, publie ses vidéos et attire ainsi d'autres pédocriminels et il leur offre à lui comme à ses compagnons qu'il ne connaît pas autrement que par la pédocriminalité, les enfants qui sont confiés à lui. Et il y a parfois, par le biais de ces vidéos, une suspicion de soumission chimique. Je le note parce que c'est quelque chose qui a su faire parler beaucoup et on se rend compte que ça dépend des affaires apparemment. Bon, pour l'instant, il y a 4 victimes qui sont identifiées, 5 bourreaux présumés, peut-être beaucoup plus dans les 2 cas, nous disent les enquêteurs. Et si 4 des bourreaux sont inconnus des services de police, le 5e a été, lui, déjà condamné en Belgique. Donc il faisait des centaines de kilomètres pour venir jusqu'à la Bretagne. Il avait déjà été condamné en Belgique pour homicide et abus sexuels sur mineurs. Charlotte, ce sont des sujets dont personne n'ose vraiment parler. On a même hésité, nous, à en parler. Alors que les victimes ne peuvent pas se défendre seules. Comment expliquer ça ? Mais souvent, quand on ne veut pas en parler, ou en tout cas quand certains en parlent avec beaucoup de pincettes, on prend le prétexte du complotisme pour ne pas parler de ce sujet-là. C'est-à-dire que défendre des victimes bien réelles, et elles existent en nombre, n'oblige absolument personne à basculer dans des théories qui sont plus ou moins aussi sordides que le contenu de ces affaires-là. Et vraiment, le passage de l'un à l'autre n'est pas obligatoire. On peut dénoncer des victimes bien réelles, essayer de défendre des enfants qui ne peuvent pas se défendre sans nous, sans le faire. Et à l'inverse, se taire devant ces horreurs alimente de légitimes questions. On le redit sans cesse, mais sur la question du complotisme, le meilleur moyen, c'est de donner des réponses. Et il ne peut y avoir de silence qui ne soit pas coupable quand il est possible de faire cesser ce que subissent ces petites victimes innocentes. En l'occurrence, dans cette affaire, jusqu'à ce stade de l'enquête, personne ne savait quoi que ce soit et personne n'a couvert, en l'occurrence, cet homme. Mais oui, il existe des réseaux pédocriminels, même si l'immense majorité, et souvent c'est un argument qui est avancé aussi, des violences sur mineurs se font dans la sphère familiale et en particulier de mineurs sur d'autres mineurs. Les mineurs sont essentiellement, enfin pas essentiellement, mais très largement victimes d'autres violences. Mais pour des raisons diverses, notre gêne est palpable à en parler. Pourquoi ? Surtout sur la notion de réseau. D'abord, il y a 2 affaires récentes qui nous le prouvent et on peut se souvenir du dossier Pellico pour voir que c'est pas la question ni sexuelle, c'est pas la question de la soumission chimique, c'est simplement qu'on ne sait pas trop quoi en dire et qu'on est très gêné aux entournures. Il y a eu l'affaire Epstein où il y avait énormément de grands noms qui sont sortis sans qu'on sache leur implication, etc. Personne n'a voulu. On nous dit oui, il y a eu un suicide. En fait, on n'est pas sûr que ce soit un suicide, mais fermez le banc, il n'y a plus rien à faire. Il y en a eu un là-bas de lui, il y en a eu un en France de cet ami qui était impliqué. Et dès lors que quelqu'un pose une question, la seule question est jugée illégitime. Et c'est le meilleur moyen d'enfermer les gens dans une lecture que l'on va derrière qualifier de complotiste. Il y a évidemment pas pire. Le deuxième exemple, qui n'a rien à voir en apparence, mais qui montre notre gêne, c'est la question des viols en Grande-Bretagne dont nous a beaucoup parlé Mathieu. Cette fois-ci, c'était par peur de l'accusation de racisme que certains se sont tus. Mais à la fin, dans les 2 histoires, ce qui est vrai, c'est que quand on s'empêche d'en parler, ce sont potentiellement des milliers de gamins qui sont victimes
de l'horreur absolue sans que personne n'ait osé les défendre. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que nous sommes simplement sérieux de ne considérer ces sujets que comme ça? Et il est vrai que l'accusation, de sacrifice d'enfants traverse la littérature avec l'accusation gratuite. D'accord. Une fois que c'est dit, Interpol recense 18 300 pédocriminels et 42 300 victimes identifiées dans 70 pays. Peut-être que cette réalité ne doit pas disparaître parce qu'on a peur de ce qui traverse la littérature. Et en décembre dernier, un vaste réseau mondial était stoppé net. 95 Français étaient identifiés dans ce réseau. La protection de l'enfance n'est pas un demi-sujet qui mérite qu'on le balaye parce que certains ont des théories plus ou moins fumeuses. Dernière question, il y a eu un travail, Charlotte Dornelas, un travail de fait sur l'inceste, sur les violences intrafamiliales. Nous avons quand même évolué sur la considération de l'impossible consentement de jeunes mineurs. Est-ce que ça, c'est pas une bonne chose? Si, et il était temps qu'il y ait un retour de balancier qui réaffirme cette évidence de l'absence de consentement d'un mineur de moins de 13 ans ou de moins de 15 ans. Il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux sur les horreurs commises à l'égard des enfants, en se focalisant, et j'insiste là-dessus, et c'était la seule raison pour laquelle le fait, par exemple, parce que dans tous les papiers, ça a été noté qu'il avait été candidat à LFI, il a été viré par LFI dans la seconde où on a appris évidemment ce qu'il faisait. Simplement, c'est une manière de rappeler à tous qu'un minimum d'humilité quand ce genre d'affaires arrive, elle traverse absolument tout. Et simplement, si on veut se focaliser sur la protection des mineurs, on évite de se servir des mineurs victimes pour tenter d'atteindre une autre cible que la lutte contre la pédocriminalité. Et ça vaut pour absolument tout le monde. Et cette affaire implique encore l'aide sociale à l'enfance. Alors que les choses soient très claires, elle n'est absolument pas en cause, ni dans l'agrément qui a été donné. Encore une fois, les enquêteurs parlent d'une dissimulation ahurissante. Mais c'est simplement une piqûre de rappel. Que faisons-nous des enfants qui nous sont ainsi confiés et que nous prétendons protéger? L'aide sociale à l'enfance, au-delà de cette question, s'inquiète, avertit du manque de contrôle qu'ils peuvent mettre en place, du manque d'accompagnement des enfants eux-mêmes. On parle de violence, de prostitution, d'abus sexuels, de fugue. Et que sommes-nous devenus exactement pour ne pas faire de cette cause une urgence absolue?